Bonjour à tous, bienvenue au balado plein écran du jour 4 de la programmation, présenté en collaboration avec les copains du son et Caisse Desjardins de la culture. Allô Ariane, Allô Alex. dis-moi à qui on parle aujourd'hui? On commence en force avec un duo. Donc, on reçoit Rachel Sanson qui nous parle de son film Crème à glace, très beau film d'animation, en compagnie de Zach Slattery qui nous parle de Anyway, je peux assis, un magnifique road movie. Des belles histoires. Et dis-moi avec qui on continue? On enchaîne avec des segments solo. Donc, on reçoit, pour parler de son film foufou Bingo Sisters, Andrew Pridgebitzkowski. Désolée pour ça, Andrew. Et on reçoit ensuite Mathilde Luna Perotti qui nous parle de son très beau documentaire Después del Silencio. On s'excuse Andrew. Bonne écoute! En ce moment, on a avec nous deux personnes incroyables en studio. On a Zach Slattery avec nous, qui va nous parler de son film Anyway, je peux assis. Bonjour, Zach. Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, je suis contente de vous avoir. Et puis, on a Rachel Sanson. Bonjour, Rachel. Allô? Pour son film Crème à glace. Rachel, c'est pas la première fois que tu viens nous voir à plein écran. Tu étais venue au balado il y a quelques années pour nous présenter Soir de semaine. Oui. Nice. En fait, pour se délier un peu au début du balado, moi, j'avais une petite question pour vous que je pose à tous les cinéastes invités. En fait, vous avez sûrement remarqué qu'on a une petite thématique de fête parce que c'est le 10e anniversaire de plein écran. Et puis moi, je me demandais, c'était quoi votre cadeau de fête que vous avez aimé le plus, préféré ou la plus belle expérience de cadeau de fête que vous avez jamais reçu? C'est une très bonne question. As-tu une idée déjà? Ou? Je pense que ça serait... moi, je pense plus à mes gâteaux de fête. OK. Fait que j'ai en tête un gâteau, une année avec une thématique Scooby-Doo. Ouh! J'avais reçu plein de figurines de Scooby-Doo. J'avais reçu un beau gâteau de Scooby-Doo et j'écoutais beaucoup de films de Scooby-Doo. Ouais. J'adore. J'espère que c'était une expérience récente. Non, Non? c'est mon enfance. C'est enchaîner les films de Scooby-Doo avec des verres de lait au chocolat. Voilà. C'est lequel ton préféré? Scooby-Doo et la Cybertrack. Désolée, c'est geek un peu. J'adore Est-ce ça. que tu les écoutes encore? Oui Des et fois. non, dans le sens que à l'Halloween, tu sais, bon, il y a tous les espèces de spéciales d'Halloween avec Scrappy-Doo. En tout cas, ouais, Nice. on est déjà into deep. OK. Et puis toi, Zach? Oui, ben là, ça m'a inspiré là, que tu parles de gâteau, mais moi aussi, j'avais un special interest quand j'étais jeune, puis c'était le soccer. OK. Fait que j'avais un gros gâteau à l'effigie de ce sport que je pratiquais. C'était-tu genre en forme de ballon de soccer? Non, c'était en forme de terrain. Ouais. Puis il y avait les petits buts, puis tout. C'était vraiment... en tout cas, C'est mes quand parents, ils ont go hard. Là. Ils ont dû payer cher pour ça. Élaboré. Oui, Ouais. vraiment. Ben, il était pas tant bon, mais... Avec il du était verre qui tache les Oui, doigts. vraiment, Ouais. vraiment. J'ai jamais reçu de cadeaux plein de couleurs comme ça. Je pense que je vais garder ça en tête. En fait, on peut sauter dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais commencer par Zach. J'ai adoré ton film. Merci. Vraiment. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux décrire un peu c'est quoi ton film pour les gens à la maison qui ne l'avaient pas encore vu? Ben moi, dans le fond, j'étais un cinéaste trans. Fait que dans la dernière année, mais même avant ça, j'ai commencé une transition physique. Puis là, je me suis inspirée un peu de tout ça pour Anyway, je peux assis. OK. À l'époque, j'avais pas encore fait des démarches spécifiques, mais j'étais comme en cours d'application parce qu'il faut bien de la paperasse pour ces affaires-là. Puis en attendant de pouvoir enfin avoir droit à... Parce que oui, il faut un droit à... Il faut comme prouver que t'es stable mentalement et tout. Oui, c'est vrai. Ça prend deux Il y a références beaucoup de paperasse. Ça prend deux références de psychologue C'est avant ça. d'avoir droit aux soins transaffirmatifs à GRS pour des top surgery, des mastectomies. Ouais, voilà. Exactement Ouais. ça. Fait Puis que, en c'est attendant une tout barrière. ça, en attendant tout ça, je me suis dit, je vais écrire un film.
Puis je vais comme me projeter un peu sur c'est quoi de se baigner torse nu pour la première fois de sa vie. Puis avec tout ça, j'ai rencontré plein de gens qui pouvaient me partager un peu leurs témoignages, puis tout ça. Fait que le film tourne vraiment autour de ça, là, ce sentiment-là de liberté, de pouvoir enfin être à la maison, mais à la maison dans son corps, plus que physiquement à la maison. Puis là, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle entre être à la maison dans son corps, mais aussi revenir à la maison quand tu viens de région, puis que, par exemple, mon personnage qui est à l'université, puis là, il retourne à la maison dans son petit village du bas du fleuve. Puis je me suis dit, ça fait quoi, ça, de revenir, puis d'avoir changé physiquement, puis dans ta ville, il n'y a rien qui a changé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un film là-dessus. Puis c'est un petit road movie cutie, d'amitié, de rire, de feel good, là. C'est ça. Censé être feel good, tout ça. Des gens qui se supportent, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le retour à la maison, c'est quand même un pilier en termes d'expérience. J'aimerais ça que tu me parles un peu du processus d'écriture du film. Ben c'est ça, tantôt j'ai mentionné un petit peu, mais quand j'étais en attente pour ma propre top surgery, je me suis comme mis à écrire un peu qu'est-ce que je pouvais imaginer que ce serait de vivre cette expérience-là. Puis ça a duré à peu près 1 an. J'ai comme arrêté d'écrire, j'ai recommencé. Puis là, plus j'avançais dans ma paperasse, plus j'avais des choses à dire. Puis plus j'ai rencontré aussi des personnes vraiment intéressantes, dont Matteo Pinot, qui est mon acteur principal, qui, lui, a pu me partager son expérience de première fois, première baignade, si on veut. Puis avec tout ça, j'ai pu peaufiner. Puis j'ai rencontré aussi mes producteurs des productions Synesthésia. OK. Puis c'est ça. Fait qu'eux autres, je les ai rencontrés à Regard. Fait qu'en tout cas, ça a mené à peu près 2 ans de préparation, puis de rencontres, puis de réécriture, puis tout ça. Puis là, on a pondu ce petit bébé-là avec les moyens du bord, comme on dit. Pas de cash, pas de ressources. On a fait un road trip avec nos amis, puis on a shooté ça, puis ça a donné ça. Puis je pense aussi, tu sais, Matteo Pinot, c'est aussi un écrivain. Oui, c'est sûr. Il est dramaturge, il a fait Corps fantôme, Les matins habitables. Je me demandais, est-ce que son écriture t'a inspiré aussi dans ton écriture? Oui, je me rappelle plus exactement du livre. Peut-être que toi, tu le saurais. Mais il avait participé à une écriture d'un recueil littéraire. Je pense que c'est Nos histoires queer ou quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être qu'on va pouvoir patcher avec un petit super ou je sais pas trop là, à l'écran. Mais j'avais lu son recueil, puis justement, son histoire courte, c'était à propos du matin de son opération, puis comment il s'était senti, puis tout ça. Puis ça m'avait vraiment inspiré dans mon écriture, parce que pour ceux qui l'ont pas vu encore, je vais pas vous spoiler trop, mais il y a une partie dans l'histoire où il décrit un peu comment ça feel physiquement. Puis dans son histoire, Matteo, il le décrit vraiment très bien. Fait que j'ai pu un peu patcher avec mon histoire puisque je l'avais pas encore fait, cette chirurgie. Puis son témoignage, c'est sûr, ça a été vraiment gold, comme on dit. Gold. Et puis il y a aussi, en parlant de gold, j'aime beaucoup une citation du film, puis c'est les seins en taxidermie. Oui. J'ai comme remarqué que c'était comme un phénomène chez les personnes transmasques. Je sais pas, il y a comme un espèce de petit running gag entre nous de réutiliser nos mamelons pour faire des bouts d'oreilles avec, ou de garder un peu les vestiges de... Tu sais, moi, quand j'attendais pour ma chirurgie, je me suis dit, ça serait vraiment drôle que je puisse garder au moins un de mes seins, tu sais. Je sais pas, dans un petit bocal. Fait que là, je me suis dit... Un bibelot. Ouais. Un vivarium. Ça serait drôle de le garder, tu sais. Fait que je l'ai mis dans mon histoire. Je me suis dit que ce serait un petit moment fun. Je pensais que tu allais dire je l'ai mis sur ma tablette. Ah, non. Non, malheureusement, ils m'ont pas permis de garder mes seins, mais bon, ça fait une bonne histoire quand même. Ben oui, absolument. Est-ce que tu peux nous parler un peu des lieux de tournage? Oui. Ouais. Ben, dans le fond, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à écrire, je suis comme tombée en amour avec le bas du fleuve. On s'en parlait un peu tantôt, mais moi, je viens d'Outaouais, fait que pas en tout le même bord du Québec. Puis en Outaouais, il y a beaucoup de forêts, puis tout ça. Puis j'ai un rapport à l'eau qui est vraiment important parce que pour moi, c'est vraiment libérateur de se baigner, mais aussi juste de s'asseoir sur le bord du fleuve. Je trouve qu'on a vraiment des paysages super riches au Québec. Puis un de mes coins préférés, c'est le bas du fleuve. Fait que je me suis dit,
j'irai pas tourner chez nous cette fois-ci, mais je vais emprunter les paysages des gens qui habitent le bas du fleuve, puis je vais faire une histoire avec ça. Fait que ça a été un peu beaucoup de road trip moi-même. En fait, j'ai fait le même road trip que mes personnages. J'ai fait des allers-retours Montréal juste pour trouver des lieux qui m'inspiraient. Puis j'étais allée à Notre-Dame-du-Portage, puis je suis tombée en amour avec le quai qui est à la fin du film. Puis plein d'autres vraiment beaux coins dans cette région-là. C'est superbe, c'est superbe. Il y a vraiment un feeling aussi de paix en regardant. J'aime beaucoup les road trip movies, en bon français. Est-ce que tu as d'autres questions, Rachel, pour Zach? La caméra portée, tu sais, c'est comme, c'est présent dans le film. Qu'est-ce que ça... Ah, puis même, je me rappelle, il y a un plan où est-ce qu'on est du point de vue d'une crotte de mouette. Fait que ouais, juste comme des idées de caméra, de mise en scène que tu as eues. Qu'est-ce que... Ben, la caméra portée, ouais, ce genre des considérations comme ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai étudié avec Marie-Julie Bergeron, qui était ma directrice photo pour ce film-là. Puis, ben, c'est sûr qu'à force d'avoir été à l'école ensemble, on se connaît très bien. Fait que là, je lui dis, ben, au début, je veux faire un film, puis je veux que ça soit toi, ma directrice photo. Puis elle m'a dit, parfait, quel type de caméra tu veux? J'ai dit, moi, je veux qu'on soit avec eux. Je veux qu'on fasse partie du road trip. Fait que c'est un peu pour ça mon choix d'y aller un peu plus caméra-épaule, un peu plus accompagnateur. Puis j'en ai parlé récemment dans un espèce de Q&A d'un autre festival. Puis on m'a demandé un peu c'était quoi mon point de vue par rapport au trans gaze qu'on dit. Puis je me suis dit, ben c'est un peu ça mon film. J'essaie d'avoir un point de vue qui est plus qui s'éloigne un peu du cis gaze, qui serait un peu le contraire. Okay, ouais. Je rentre dans les détails, là, mais le cis gaze, pour moi, en tout cas, c'est souvent un point de vue qui est plus par curiosité. On regarde les corps trans, puis on est comme intrigué parce que les gens savent pas trop, ils connaissent pas ça. Fait que moi, je me suis dit, le cis gaze, c'est ça, c'est du point de vue plus corporel ou même médical, des fois. Puis le trans gaze, pour moi, c'est plus une question d'émotion, de comment tu te sens en tant que personne trans, comment tu vis, comment tu t'existes en société même. Fait que mon film, pour moi, c'était vraiment important que ça soit pas d'un point de vue bizarre, trop... je sais pas comment expliquer, mais plus... voyeuriste, ouais, en fait, je voulais pas aller là, exactement. Un regard cisnormatif sur des corps trans. C'est ça. Fait que... pas nécessairement... Non, ouais, c'est ça. Un peu... On n'est plus là. On espère qu'on n'est plus là. Non, c'est ça. C'est ce que je souhaite aussi. Fait que pour moi, la caméra épaule un peu plus accompagnatrice, c'était vraiment important. J'avais pas envie qu'on soit dans la bulle trop non plus de mon personnage, surtout à la fin quand il se dévoile puis qu'il se met vraiment out there. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas un acte d'exhibitionnisme. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. En tout cas, non, mais c'est vraiment un bon point. C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, il y a des gens en pré-prod, en prod, même en post-prod qui me demandaient pourquoi on voit pas tant que ça les cicatrices. Puis je leur ai expliqué, ben c'est juste parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Peut-être que d'autres, ça leur manque, mais pour moi, justement, ce serait le cis-gaze, d'avoir une espèce d'insert pour qu'on voit les cicatrices puis qu'on comprenne tout ce qui a pu arriver à ce personnage-là. Puis pour moi, c'est pas nécessaire. Le but, c'est de sentir sa liberté. C'est que quand il enlève son chandail, qu'on soit plus vers son visage puis avec lui que perdu dans ses cicatrices. Je pense que l'expérience qui est au premier plan. Je pense que tu as raison, parce que là, ce que tu nommes, mettons de faire des inserts sur comme des parties du corps, c'est comme... Ça vient un peu objectiver des bouts. Tu sais, comme ça sépare le corps et l'esprit un peu du personnage, alors que, tu sais, je trouve que toi, avec une caméra portée, où est-ce qu'on est plus... tu sais, on est plus dans des plans taille, on est vraiment comme dans les situations, tu sais, la relationnalité entre eux autres. Je trouve que dans ce que tu fais, justement, on n'est pas du tout dans le... Ben, tant mieux. Voilà, non, OK. Non, mais vraiment, c'était une de mes craintes parce que, veux pas, je consomme la même chose que tout le monde. Fait que j'avais peur que mon regard de spectateur se transfère un peu dans mon regard de réal. Puis j'avais peur de pas avoir les bons outils pour faire le film que je voulais faire. Puis finalement, ben, à force de m'accompagner de gens vraiment extraordinaires, ben, j'ai pu, je pense, atteindre un peu ce regard-là qui est pas dans le voyeurisme, mais vraiment dans l'accompagnement et tout ça. Et que tu développes aussi, dans le sens que, tu sais, comme là, c'est une première œuvre. Oui, c'est ça, en exact. Tout cas, qui est diffusée à cette échelle-là.
Fait que, tu sais, c'est un regard que tu vas continuer de développer aussi, puis qui va s'affiner, j'ai l'impression, en tout cas. Oui, 100%. En fait, comme dernière question, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est moins évident au premier visionnement que tu aimerais que les gens à la maison sachent par rapport à ton film? C'est peut-être un peu farfelu. OK. Mais ce n'est pas un trouble. Okay. Même s'il y a des rumeurs, là, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une histoire un peu de polyamour. Pas du tout. C'est vraiment juste des amis. Okay. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un peu des petites tensions? Peut-être. Je garde ça en mystère un peu, mais non, c'est ça. Si les gens à la maison ne l'ont pas encore vu puis qui écoutent ce podcast-là, j'ai envie de dire de vraiment juste se laisser accompagner, de faire le voyage avec eux, puis de pas trop se prendre la tête à savoir est-ce que il s'est passé telle chose avant. C'est vraiment un film comme un film de moment, puisque plus que d'autres choses, c'est pas à propos non plus des parents ou de la famille du personnage trans. C'est vraiment juste une petite histoire, ses amis, puis son sentiment de liberté, puis voilà. Puis c'est comme si l'élément tensif un peu... Il y a quand même un élément tensif du retour au lieu d'origine, mais c'est beaucoup orienté vers la poly, je trouve, plus que comme par rapport à la mère du personnage. Tu sais, c'est comme plus par rapport aux gens qui ont rencontré à l'école. Puis Gustave, il est comme plus... c'est comme un peu plus joyeux, tu sais, c'est comme... Tu sais, le rapport de Gustave à son passé, c'est pas le même du tout. Ouais. Donc là, c'est intéressant de voir, tu sais, différents... Ouais, c'est ça, juste différents côtés tensifs, queer, tu sais, de personnes. En tout cas, ouais, c'est ça, j'ai... Moi, pas développé. Mais non, mais c'est un bon point que tu soulèves. J'avais vraiment pas envie qu'on se dise « Ah, sa mère l'accepte pas ou sa famille le rejette », parce que c'est pas du tout ça mon sujet. Mais naturellement, c'est sûr qu'il y a des appréhensions de revenir chez vous quand t'as changé autant. Fait que moi, je me suis dit, bon, au lieu d'aller dans le classique parents qui acceptent pas, je vais faire un petit clin d'œil au début du film en montrant que quand il appelle sa mère, ça a l'air d'être bien correct. Ouais. Mais il y a toujours la petite appréhension de ses compères, si on veut, de ses anciens collègues de classe et tout. Son petit bully du secondaire, est-ce qu'il a changé, lui? Est-ce qu'il est encore fatigant? Moi, idéalement, j'aimerais ça que personne croise Rémi. Non, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, je vais même pas le mettre dans Rémi le film. Rémi est souvent nommé, puis je suis comme, oh my God, j'espère qu'il je dis pas de punch. OK, c'est bon. Non, mais je vous rassure, moi, je le punch. Il apparaîtra pas, Rémi. J'y ai pas donné de scène, j'y ai pas donné de temps écran. Il mérite pas. Tant pis pour Rémi. Merci beaucoup, Zach. Merci pour vos questions. Superbe voyage ce film est. En fait, on peut maintenant passer à Rachel. Bonjour, Rachel. Rebonjour. Bonjour. J'ai beaucoup aimé ton film aussi. C'est très mignon et c'est aussi un genre de coming of age, on pourrait dire. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'idée de départ du film? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? J'avais envie de faire un film d'animation. Je savais que je voulais comme faire un film jeunesse, mais je voulais le faire pour des âges où est-ce que les gens peut-être vont se désintéresser des esthétiques animées, mettons. T'sais, fait que là, je me disais, si on est vraiment dans le passage à l'école secondaire, où est-ce que là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont commencer à regarder plus de contenu de prise de vue réelle à ce moment-là, là, parce que tu vas être comme... je sais pas, là, tu vieillis, fait que tu c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est pas Scooby-Doo, c'est un autre... c'est comme la série du moment. C'est Fast and Furious. Non, mais tu sais, The Summer I Turned Pretty, c'est des affaires de même. Fait que j'avais envie de proposer quelque chose qui est comme un peu plus mature, comme, mettons, au niveau des thématiques qui sont abordées dans l'animation, de l'idée de faire un film qui est sur une rupture d'amitié. C'est pas une histoire autobiographique, c'est comme la matière humaine est autobiographique dans le sens que, mais c'est pas mon histoire, c'est plus comme j'ai été rejetée, j'ai tout vécu ça. T'sais, fait que là il y a un peu de moi dans les deux personnages. Puis quand t'es avec Chloé, tu sais à 11-12 ans justement, ça peut être, mettons pour le personnage de Chloé, c'est comme un peu ses derniers moments d'enfance, tu sais, c'est ses derniers moments pour vivre cette espèce d'expansivité de son imaginaire puis de ce que ça représente pour elle être une enfant.
Puis de l'autre bord, ben, pour Jenny, elle est comme déjà une ado assumée, tu sais, au même âge, tu sais, 2 amis de plus de convenance, disons, des amis qui habitent un peu sur la même rue, qui sont dans le même coin. Au même âge, les deux sont pas du tout à la même place, puis ils ont pas les mêmes anticipations pour le secondaire. Puis ils ont comme la conscience que les deux vont devoir renégocier ça. Ouais. Ben, c'est super bien. Puis il y a un chien. Guenille, c'est le personnage principal. Ah oui. Ouais. J'aime beaucoup Guenille. Charlotte à Guenille. C'est un bichon maltais? Non. Non. Mais c'est comme un... Mais dans le sens qu'elle est quand même schématisée, là, mais à la base, c'est plus comme un Lhasa-Apso, genre. C'est un Lhasa-Apso. Mais comme là, on l'a mis un peu plus gommeuse, marshmallow. Elle est plus... c'est ça. Elle est comme ben cute. Mais elle est vieille, puis elle est maganée. Puis ouais. Puis les autres font pas attention à elle. Ouais. Non, je sais, j'avais Non, peur. ils font Je pas me suis dit, attention. ah non, j'espère que c'est pas un film de chien qui meurt. Mais dans la vraie vie, le chien est mort parce que c'est le chien de mes parents. Ça, c'est comme le côté biographique. C'est que les sons du chien, 90% des sons du chien, c'est des sons qu'on a récoltés, moi puis ma sœur, dans les dernières... Quand j'ai commencé quand on a commencé le développement du projet, j'avais en tête que le chien allait mourir. Là. Fait que, tu sais, elle était pas mourante du tout, mais elle était vieille. Là. Elle était bien maganée. Puis je me suis dit, je vais me bâtir une banque de sons du chien pour bâtir Guenille. Mais le vrai chien s'appelle Kémy. Mais ouais. Ben, en fait, on parlait de banque de sons et tout. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de création? Comment tu te mets dans cette place pour créer? Ouais, ben c'est en dessinant, premièrement. Là, je remplis des cahiers de dessin, plusieurs variations des personnages. Puis je commence aussi à enregistrer des sons. Je vais faire de l'enregistrement sur place, du field recording. Fait que là, mettons, dans le film, on entend vraiment un vrai bar laitier. Là, ça, c'était comme une caméra, un micro caché. Là. Mais j'étais assez loin pour pas qu'on distingue des gens qui parlent. Mais fait que c'est ça. Il y a un processus où est-ce que j'enregistre des sons. Après ça, en animation aussi, ben là, le truc qu'il faut savoir, c'est que en animation, on fait un peu notre montage en amont. Du film, dans le sens qu'on a fait une première version du montage avant de commencer à animer. Après ça, moi, j'ai eu besoin d'aide pour resserrer le montage. Fait que là, c'est là que Chifeng est embarqué dans le projet avec son humour délicat, savoureux. Là, en tout cas. Puis elle m'a aidé aussi à resserrer certaines parties, là, puis à dynamiser un peu parce que là, ça commençait à être très étalé. C'est comme très... il y a comme... J'ai comme un plaisir, moi, avec l'ennui, mais il fallait comme un peu resserrer l'ennui. My God, c'était pas ennuyeux du tout. Ouais, c'est ça, parce que c'est super foisonnant. Mais aussi, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de foisonnant, c'est qu'aussitôt que tu embarques puis tu commences à regarder partout, parce que j'ai pas été capable de pas tout mettre. Fait que là, j'ai eu toutes les idées que j'avais, j'étais comme, ah ouais, on va mettre 5-6 affaires dans un plan, puis là, les gens vont regarder, ils vont choisir où est-ce qu'ils regardent. Juste pour bien comprendre, est-ce que tu as pu mettre finalement tout ce que... Ouais. OK, parfait. Ouais. La seule affaire, c'est... Non, je vais pas... Mais ouais, c'est ça. J'ai mis tout ce que je voulais. Oups, j'ai comme mis... Ouais. Zach, est-ce que tu as des questions pour Rachel? Ben non, mais moi, j'ai plus une appréciation qu'une question, mais ce qui m'a frappé dans ton film, c'est le nombre de détails. Parce que, tu sais, à première vue, tu te dis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Peut-être que ça va être un film qui est plus simple en termes d'animation, mais pas du tout. Il y a des détails partout. Comme tu dis, il y a toujours quelque chose à regarder. C'est pour ça que je me suis pas ennuyée d'une miette. J'ai des shots en tête qui m'ont frappé, mais tu sais, même quand on voit... là, je veux pas trop spoiler, mais quand on voit même les affiches à la crémière, il y a de la crème glacée qui coule. Toute l'espèce d'histoire de crème glacée coulante, ça me faisait vraiment peur. J'avais peur qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que j'avais peur que le chien meure. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui va arriver? Un petit côté comme la guerre d'éthique. Oui, comme là, c'est ça. J'étais comme, voyons, est-ce qu'on va perdre notre chien à la fin du film? Mais bref. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment détaillé. Moi, j'admire vraiment les gens qui font de l'animation parce que je n'ai aucun talent en dessin. Genre, vraiment aucun. Puis, je sais pas, il y avait vraiment une grande imagination dans ton film. Puis c'est ça qui m'a frappé le plus. Bien évidemment, l'histoire, ça a résonné en moi parce qu'on a tous, comme tu dis, rejeté ou été rejetés. Voilà, c'est ça. Fait que l'histoire, c'est sûr que je suis embarquée direct, mais c'est les détails qui m'ont le plus accroché d'un point de vue
de cinéaste qui ne sait pas faire d'animation du tout. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Bravo. Ouais, ben c'est du long labeur, là. C'est ça. C'est comme... un film d'animation, c'est comme un travail... C'est du travail d'atelier parce que t'es à chaque jour en train d'avancer un petit bout, tu sais. Fait que, ouais. Absolument. Ben, c'est très détaillé, en effet. Et puis, c'est super beau. En fait, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le commentaire que tu reçois le plus souvent quand les gens visionnent ton film? Ben, ça dépend des groupes de personnes, là, parce que, bon, les parents sont souvent assez touchés. Parce que, surtout les parents de jeunes qui sont sur le bord d'entrée au secondaire ou qui sont ados, parce que, en fait, moi, ça me touche beaucoup parce que ce que je me rends compte, c'est que, bon, dans des salles, quand il y a des présentés en festival, parfois, ça va être dans des contextes généralistes. Des fois, ça va être des contextes pour les jeunes. Souvent, les parents sont là. Puis les retours que j'ai des parents, c'est... ils sont comme très touchés par cette histoire-là. Il y a comme quelque chose de très... puis c'est très senti, là. C'est pas comme... c'est comme dans le sentiment de ce qui vit. C'est pas de la performance. Tu sens que c'est... Non, mais c'est pas si verbalisé que ça. C'est plus comme dans un senti. Puis dans le fond, ce qu'ils vont me dire, c'est « Ah, c'est ça que... ma jeune traverse. » Les jeunes, je pense pas qu'ils se reconnaissent tout le temps parce qu'ils sont un peu en rejet. Étant donné qu'il y a comme des partis pris plus absurdes, il y en a que ça les fait chier. Ben là, je peux-tu dire des mots, genre? Il y en a que ça les fait chier. Oui, Il y en a que ça les fait chier. Fait que ça, tu sais, il y a ça, mais pour les parents, c'est parce que aussi, ce qui est cool, c'est que ils voient que leurs enfants vivent ça, mais je pense que entre parents, c'est pas tous les parents qui en parlent de ça. Tu sais que mettons, tu vas pas parler nécessairement à tes collègues de ce que ta fille, ton fils, ton enfant traverse. C'est pas comme un sujet de conversation glam, là, tu sais. Genre, cette période-là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui viennent en parler après ou qui s'en parlent. Ça, c'est la réception pour les parents. Puis aussi, je pense qu'il y a des adultes qui voient le film, ça les fait réfléchir juste à d'autres ruptures d'amitié. Pas nécessairement juste à cet âge-là, mais à des ruptures d'amitié de leur vie. Puis en fait, c'est le fait que certaines ruptures d'amitié viennent pas avec une conversation nécessairement. Tu sais, des fois, c'est que c'est comme juste c'est vaseux, puis ça, il y a des petites trahisons, puis les gens les adressent pas. Puis dans ce film-là, dans mon film, il y a comme quelque chose de cruel dans l'acte conversationnel, tu sais, dans ce comment Jenny elle aborde un peu le truc. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très honnête aussi, tu sais, parce que c'est comme plus, hey, moi, l'année prochaine, tu sais, je le sais. Tu sais, moi, l'année prochaine, toi, je sais pas. C'est bon, ça peut... mais ça veut pas dire non plus que ça va pas... Je pense que pour la part des gens, ils voient ça un peu puis ils sont comme, OK, non, ils vont pas être amis l'année prochaine, mais tu sais, ça veut pas dire que dans 3 mois, ils vont manger à la cafétéria puis se reparler. Tu sais, c'est plus... C'est la négociation de ce moment-là. C'est peut-être que Chloé va... Mais on voit un peu la trajectoire. Tu sais, Jenny va être dans la gang des cools, mais pas être la plus cool. Puis Chloé va être avec des geeks, puis comme triper. Puis là, ils vont peut-être se mettre en équipe un jour pour faire un travail d'équipe en secondaire 3. Tu sais, je le sais pas. Tu sais, genre, je sais pas, mais... Tu sais, en tout cas... Mais ces changements d'amitié aussi, ça va dépendre de comment ces deux personnes-là vont se situer dans leur nouvelle expérience. Ouais. Puis dans le film, c'est que Chloé aussi n'est pas prête à recevoir ça. Tu sais, Chloé anticipait même pas que ça serait ça, là. Tu sais, dans le film, c'est que Chloé n'a pas le temps de réaliser. Tu sais, on arrive à la fin du film, puis elle est comme dans le début de son processus de « Oh, OK, je suis plus... » Tu sais, genre, je suis plus seule que je pensais. Tu sais, fait que... Ouais, ouais, puis la catastrophe, c'est ça. C'est que, tu sais, à la fin, il y a comme un truc très catastrophiste, là, tu sais, comme... qui se passe. Puis, tu sais, ça aussi, c'est peut-être un reflet un peu du monde intérieur de Chloé qui se désorganise puis qui devient comme une grande catastrophe. Ouais, non, c'est ça. Chloé est pas prête. Mais c'est correct aussi de ne pas être prêt. Mais c'est juste que, ouais, ça prend du temps à accueillir le rejet. Même aujourd'hui, à tous les âges. À tous les âges, ouais, c'est ça aussi. Ouais. Je pense que c'est ça le... Moi, j'en reviens à ce que tu as dit plus tôt. Ça m'a vraiment frappé à quel point... C'est vrai que dans ce temps-là, on était vraiment honnête, on n'avait pas de filtre. Je me suis dit, my God, j'arrêtais pas d'oublier en fait que c'était des enfants. Je me suis dit, hey, ça serait donc le fun d'avoir encore ce skill-là d'honnêteté, de pas avoir besoin de toujours people please tout le temps, puis juste dire les vraies affaires. Puis dealer avec les conséquences. Oui, c'est ça. C'est un peu comme de l'expérimentation, là, tu sais, commencer à développer ton tact ou pas, tu sais, genre juste cette honnêteté-là.
Puis, tu sais, genre, Jenny, elle va deal avec les conséquences, puis Chloé aussi. Mais en tout cas. C'est déjà la fin, malheureusement. À la maison, on vous conseille fortement, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir les films sur notre site web. Je te remercie beaucoup, Zach. Yes. Et merci beaucoup, Rachel. Aujourd'hui, on est privilégiés en studio. On a une rencontre one-on-one avec Andrew Przebitkowski. Enchanté. Enchanté. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir bravé le froid avec cette tempête ignoble. Ça fait plaisir. Ben, écoute, on est très contents de t'avoir. Content d'être ici aussi. On va parler un peu de ton film, mais avant, moi, j'aimerais ça qu'on se réchauffe un petit peu. Tu as sûrement remarqué notre superbe décor festif. Shout-out à la balloune dégonflée un peu. Je vais faire un petit travail de rafraîchir les ballons pour les prochains épisodes. En fait, j'aimerais savoir, c'est quoi ton plus beau souvenir de fête? S'il y a quelque chose qui vient en tête comme ça. C'est quoi le meilleur cadeau de ta fête que tu as reçu ou le meilleur cadeau, le meilleur souvenir? Ça serait probablement un cadeau de Noël quand j'ai reçu finalement un Super Nintendo. C'est un excellent cadeau. Ouais, c'était vraiment un excellent cadeau. Parce que j'ai jamais eu de Nintendo le 8-bit quand j'étais plus jeune. OK. Puis je suis même devenu ami avec quelqu'un qui est encore mon ami en partie parce qu'il avait un Nintendo. Au début, j'étais comme pas sûr si je voulais tant passer du temps avec lui. Puis à un moment donné, il m'a dit « Ah, j'ai un Nintendo, est-ce que tu veux venir jouer? » Puis c'est comme si quelqu'un m'avait offert le Graal. J'étais comme « Ah, ben oui, c'est sûr. » Puis un jour, finalement, mes parents et moi, acheté un Super Nintendo. Puis je pense que c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais eu à Noël, puis même tout court dans la vie. Ben, c'est un excellent cadeau. Ouais. En fait, moi, j'ai encore le mien. Puis mon jeu préféré, c'était Aladdin. Mon jeu préféré, c'était Aladdin. Je sais pas si tu avais déjà joué à Aladdin. Non. Je le connais C'était pas. quoi ton jeu? C'était quoi ton jeu préféré? Moi, c'était les Mario. Super Mario World. On peut entrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment est né le projet, l'idée de départ de ton film. Ça fait quand même un certain temps que l'idée existe, parce qu'au début, elle faisait partie d'un setting un peu plus grand. C'est-à-dire que j'avais développé un setting comme un peu à la Twin Peaks, un village et tout. Puis à l'origine, ça se voulait un projet de dessin animé, comme de série. Puis je l'avais même fait optionner, on l'avait développé, mais ça n'a jamais vraiment pris racine, je dirais. Puis je l'ai mis de côté. Puis un jour, c'était mon deuxième court-métrage. Puis je cherchais une idée pour faire un court-métrage. Puis là, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, mais les Bingo Sisters sont revenus parce que ce que je m'étais imaginé à l'époque, c'est qu'il y avait, dans le fond, un village, puis dans lequel il y avait comme j'imagine, un des agents politiques importants dans le village, c'est qu'il y avait comme un cercle de bingo qui était très influent. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais. Puis je me suis dit, partons juste avec ça en huis clos, tu sais, qu'on va laisser faire tout le reste, parce que il y avait comme il y avait un bureau de poste, il y avait plein d'autres intrigues, il y avait un hôtel, c'était tout comme un petit village avec toutes ces aventures. Puis je me suis dit, on va juste se concentrer sur les Bingo Sisters pour un shot. Puis je trouvais que c'était, en partant, tu avais déjà des personnages intéressants, puis une proposition, surtout du fait qu'ils élisent leur chef avec des parties de bingo. Puis ça existe, puis c'est ça. Puis puis j'ai repris cette idée-là, puis ça fait quand même quelques années que cette idée-là existait, puis j'ai juste décidé on va juste faire une histoire alentour de ce cercle-là, puis c'est-à-dire qu'il y a une partie dans le film qui est un peu imaginée même de ce setting-là, parce que sous-entend qu'il y a autre chose, mais on sort jamais vraiment de la pièce où la partie de bingo est. Là. Mais ça donne un résultat absolument superbe. Je trouve que ça ressemble à rien que j'ai jamais vu à date. J'aimerais que tu me parles un peu, en fait, du processus d'écriture du film. C'est parti d'un univers qui était plus grand. Ouais. Le processus d'écriture en tant que tel du court-métrage, comment ça s'est passé? L'idée de base, comme j'avais dit, avait été trouvée il y a comme un bout de temps. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je cherchais comme une idée de court-métrage. J'ai décidé de reprendre les Bingo, c'est ça. Puis ça s'est fait assez vite, en fait. Okay. L'écriture de la première version, c'est quelques semaines là, que ça a pris. Puis je suis parti avec ça. Après, j'ai eu le support de la SODEC, puis la COVID est arrivée. Ouf!
Fait qu'il y a eu un bon délai. Puis là, ça m'a permis un peu de peaufiner le scénario. Puis dans lequel, je pense que aussi, pour la COVID, ça a été... c'est un moment dur pour beaucoup de gens. Avant, le scénario était beaucoup plus sombre, je dirais. Il y a encore des côtés sombres. Là. Il y a un monstre et tout. Mais j'ai comme décidé peut-être de changer peut-être un petit peu le ton puis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus positif aussi. Il y a quand même des bouts un peu macabres dans le film, mais ça m'a... ça a été un processus, je pense, qui a duré à peu près 2 ans pour vraiment passer de la première version à la version de tournage en tant que telle. OK. Ça, c'est dû principalement, je pense, à cause de la COVID, des délais aussi de financement et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a permis de mûrir l'idée. C'est dans des détails, mais j'ai changé le ton un peu, la fin un peu. Mais l'idée de base est venue assez vite. Une fois que j'avais déjà l'idée là, des Bingo Sisters, puis j'aimais beaucoup le titre aussi. Je trouvais ça comme... Ça avait quelque chose. Les Dames du Bingo en français, mais ça n'a pas exactement la même sonorité en anglais. On a longtemps, d'ailleurs, cherché le titre en français. Mais on parle des Bingo Sisters, j'aimerais que tu me parles un peu de ton casting. Comment est-ce que tu as trouvé l'équipe? Le casting, c'est un processus incroyable en cinéma qu'on oublie, où on imagine les personnages, puis on peut même les trouver jusqu'à un certain point, avec de l'aide, bien sûr. Un des moments forts du casting, c'est sûr que c'était la participation de Linda Thurston, qui joue le rôle principal, qui est une grande dame du cinéma et de l'audiovisuel, qui jouait dans Chapeau melon et bottes de cuir. Mm-hmm. Puis ça, c'est une histoire qui m'a touché beaucoup parce qu'à l'origine, je pensais même pas qu'elle allait faire le projet. J'ai quand même essayé de l'approcher. Je lui ai envoyé le scénario, puis à travers son agente et tout, là, j'avais quand même quelques contacts. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, Andrew, on lui fait confiance, lis ça ». Mais elle a embarqué vraiment sur le scénario. Puis c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à prouver. Puis à partir de là, c'est sûr que les blocs se sont commencés à se mettre en place. Mais il y a un grand talent à Montréal. Puis c'est tous des gens très expérimentés, que ce soit Kathleen Fee, Linda Joyce, Victoria Barkoff, ou même, je blaguais que l'expérience cumulée de mes actrices dépasse de loin mon expérience en tant que réalisateur. Puis ça avait quelque chose de très... de humbling, là, comme on dit en anglais, que je trouvais très intéressant. Donc, c'est à partir du moment qu'on a comme trouvé Linda, puis elle a accepté, je pense que ça a donné un élan au projet aussi. Mais je pense qu'aussi, puis les rôles aussi ont été faits en conséquence que pour les comédiennes plus matures, je pense qu'ils trouvaient ça vraiment intéressant, par exemple. Moi, il y a une comédienne qui m'a dit « Je suis vraiment contente de ne pas jouer en jaquette d'hôpital. » Parce qu'elle dit « La plupart du temps, je joue des grands-mères en jaquette d'hôpital. » Ou qui sont malades, ou qui... Puis là, tout à coup, c'est sûr que c'est des personnes qui ont quand même comme leur imaginaire, puis mais ils sont habillés, ils ont comme une espèce de passage, de présentation, puis ils ont tous leur petits monologues, leurs moments, puis je pense que ça les a... Je savais que c'était un rôle ça allait être facile de convaincre des gens d'embarquer, puis c'était ça mon pari. Puis parce que c'est des rôles tellement étoffés quand même, là. Ouais, quand même. Puis chaque personnage est codé avec la couleur, puis il a sa personnalité. Puis ça, d'ailleurs, aussi, dans le processus d'écriture, tu demandais, ça m'a permis beaucoup plus d'approfondir les personnages aussi. D'avoir eu ce délai-là entre je sais qu'on va faire le film, puis les délais avec la COVID, au début, bon, j'étais comme tout le monde, on a eu beaucoup d'imprévus à cette époque-là, puis peut-être que j'étais un peu déçu que j'allais pas pouvoir tourner, mais après, j'ai décidé, OK, je vais prendre ça comme... Puis je pense que les petits monologues ont vraiment mûri, parce que dans le milieu du film, chaque dame fait un monologue. Puis cette section-là a vraiment... Ça existait déjà dans le scénario, mais je pense que ça a vraiment gagné en profondeur. Puis ironiquement, ils sont devenus plus courts aussi, mais plus efficaces, ces monologues-là. De donner le plus d'informations possible avec le moins de mots. Exactement. Puis je sais que supposément, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que Victor Hugo aurait déjà commencé une lettre en disant « Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de la rendre plus courte ». Mais je pense qu'en scénarisation, parce qu'il faut avancer dans l'histoire, il faut toujours aller un petit peu plus vite que l'auditoire, mais pas trop, mais il faut trouver cette façon-là d'être efficace. Puis nous, les créateurs, on a tendance souvent à se répéter ou à réitérer les choses, parce qu'en réalité, l'audience et le public est très rapide à comprendre les choses.
Il y a quelque chose de le fun aussi, justement, quand les cinéastes font confiance à leur public, puis ressentent pas le besoin d'en mettre et d'en remettre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est un pari un peu dans ce film-là, parce que je suis conscient oui, il y a des blagues, on suggère des choses, mais je donne pas toutes les réponses dans ce film-là. Sans être non plus un film cryptique, sans énigme dans l'énigme. Je pense qu'il y a quand même, clairement, il y a quand même une partie de bingo, il y a quelqu'un qui gagne, il y a des choses qui se passent, mais il y a quand même un sphinx, il y a la destinée, il y a comme des symboles comme ça. Puis ça, c'était moi qui voulais aussi aller chercher d'autres, je pense. Il y a beaucoup de sujets dans ce film-là. Des fois, je me demande si j'en ai pas un peu trop mis. Parce que, tu sais, il y a la destinée, il y a le jeu, il y a le hasard, il y a les jeux de pouvoir, les jeux de politique. Il y a aussi une thématique féminine, c'est toutes des femmes, puis on comprend qu'ils ont, à différents niveaux, je pense, c'est toutes des personnes qui ont été un peu blessées. Surtout la chef qui, pour elle, son seul but dans la vie, c'est de gagner au bingo, on dirait, puis de contrôler l'espèce de groupe de femmes qui est créé à travers ça. Puis il y en a d'autres peut-être qui prennent ça un peu moins au sérieux. Mais je pense que l'autorité et la société fonctionnent un peu comme ça, fait que c'est comme un peu une micro-société. J'aimerais, on parlait de personnages codés tout à l'heure, puis moi, encore une fois, j'aime beaucoup l'univers des Bingo Sisters. Côté DA, j'aimerais savoir, c'est quoi tes influences? David Lynch, c'est une grande influence. Puis je pense que ça paraît quand même dans le film. Si ça paraît pas... je pense qu'être à cheval entre l'humour et le mystère et le drame, moi, c'est une position qui me plaît beaucoup. Parce que je pense que la vie est beaucoup comme ça. Puis moi, ça représente la vie. Puis ça nous permet de réfléchir tout en ayant du plaisir, puis en riant peut-être aussi de certaines choses. Parce que je pense que l'humour est une arme pour faire face au monde. Fait qu'il y a un peu de ça. Fait que c'est sûr que David Lynch, c'est une grande influence. Il y a d'autres influences aussi, mais je pense que David Lynch, c'est vraiment la principale. Cette idée-là de ville aussi, puis de personnages un peu comme le Sphinx, qui est comme un peu une espèce de déesse. Puis je dirais aussi que peut-être mes influences sont... Moi, j'ai grandi beaucoup dans les jeux de rôle, dans les contes. C'est vraiment un conte, les Bingo Sisters. Malgré tous ces niveaux-là, c'est... à la fin, en bout de ligne, c'est un conte. C'est un conte avec des rêves où la destinée aussi, la personnification de personnages ou de rôles, je trouve ça intéressant. Humaniser la destinée. Puis c'est plein de petits détails comme ça qui sont intéressants. À un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un de lire le scénario quand je le travaillais. Puis il y avait déjà cette idée-là que la destinée était comme faite et comme un peu malhabile et a peu de ressources. Puis il m'a dit « Ah, je trouve ça drôle. » Puis je disais « C'est vrai que c'est drôle que comme la destinée ait comme peu de ressources. » Puis il est là, puis avec son cellulaire, puis comme il doit se cacher, en train, tu t'attendrais à ce qu'il y ait des pouvoirs magiques. Puis je trouve ça intéressant. C'est comme... puis ça lui donne un courage, puis ça donne une humanité. C'est un peu comme un magicien qui doit faire face à une tempête de neige, puis à stationner sa voiture. Il y a quelque chose que je trouve charmant dans l'idée. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'expérience de tournage? Pour toi, c'était quoi les plus grands défis de tournage que tu as eu à surmonter? Il y en a eu beaucoup. Ceci dit, le plus grand défi, je pense que c'est toujours de monter l'équipe. Et aussi, j'ai été très chanceux d'avoir une équipe, des gens qui ont cru au projet, puis qui ont amené des miracles. Il y a toujours un moment, je pense, mais ça, c'est dans la vie, dans n'importe quel projet. Je pense qu'on le vit aussi en tant que créateur, où il y a comme une espèce de moment où ça passe ou ça casse. Puis il y a toujours ce moment où on doute beaucoup avant que ça commence. Parce que là, on se dit, ou même sur des petits trucs, comme je me rappelle, par exemple, le costume de fête, on l'a fait un peu sur le tard. Puis là, Morgana, qui a fait les costumes, m'envoie des photos. Elle faisait un essayage. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc-là? Les gens vont dire. Mais quand on est arrivé sur le plateau, puis on l'a vu dans l'éclairage, puis avec le comédien, avec Oliver Price, qui a fait un super travail, je fais comme, ah non, ça marche, c'est le fun, fais-toi confiance. Puis moi, c'était ça que j'ai beaucoup retiré de ça. C'est fais-toi confiance, panique pas, puis on trouve des solutions. Puis si on s'entoure de gens qui ont le goût de faire le projet, on trouve des solutions. C'est sûr que moi, j'ai aussi produit le projet, puis faire du court-métrage, ça peut avoir l'air glamour comme ça, mais il y a tout un aspect logistique à ça, faire des livres, tout ça, puis c'est tout un travail.
Mais en même temps, c'est aussi... il y a une dose d'humilité là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui embarquent dans le projet, que ce soit des partenaires comme Grande, les studios, les actrices aussi, qui normalement travaillent pour des cachets beaucoup plus grands, mais ils voulaient embarquer dans le film. Puis on a créé une petite famille pendant une semaine, puis c'était vraiment chouette dans notre petit studio parce qu'on tourné le film en studio aussi. Puis ça, c'était tout un défi aussi. Parce qu'à l'origine, le film devait... je pensais que je voulais le tourner parce que je voulais avoir comme soit une vieille salle de classe ou peut-être une... Il y avait toujours cette idée-là un peu rétro. C'est-à-dire que moi, j'imagine que ça se passait dans un village un peu... peut-être... tu sais, ces endroits qui vieillissent inégalement un peu. C'est-à-dire, on est peut-être dans le temps moderne. Disparate un peu. Ouais, c'est ça. C'est comme un vieux centre communautaire ou une vieille salle de classe où on fait ou un sous-sol d'église, peut-être. Fait que là, j'explorais beaucoup les églises. Puis là, Marinelle, ma productrice, elle m'a dit « Andrew, là, ça marche pas, tes églises. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ça. » Puis c'était son idée. On dit « On va le faire en studio. » Puis moi, mon premier court-métrage, je l'ai fait dans un confessionnal en studio. Mais je dis « Oui, mais là, il faut construire quelque chose de plus grand. Tu sais, on n'y arrivera jamais. » Puis on a trouvé plein de solutions. On a trouvé Cédric Delorme à Bouchard a trouvé un plancher qu'on a emprunté à un théâtre parce que c'est des planchers puis tout ça. Puis il y a des sections qui sont faites en rideau aussi pour ne pas avoir de mur puis tout ça. Grande nous ont aidés pour le studio, qui sont des fournisseurs d'équipements et de studio. Puis finalement, on l'a fait. Mais j'ai eu plusieurs moments où je mesurais puis j'étais comme on n'y arrivera pas à faire ça en studio sur le budget qu'on a. Fait que ce que j'en retiens beaucoup, c'est de se faire confiance. Puis je pense que ça s'applique à plein de choses dans la vie. Puis ce qui est chouette, c'est qu'avant un tournage, on est stressé. Puis le vendredi, quand ça achève, on se dit « Ah, j'en prendrais plus. » Parce que là, tout à coup, on est dans l'aventure, puis c'est chouette. Est-ce que c'est quelque chose que tu disais post, quand toute l'expérience était finie, j'en prendrais plus? Oui, j'en prendrais plus. Puis même, tu prends note aussi au niveau personnel que quand on vit des choses importantes, d'être plus dans le moment présent. Tu sais, je pense qu'il y a des moments aussi je me suis laissé peut-être un peu distraire par des détails sur le plateau au lieu d'être là puis de vivre le truc parce qu'il y a comme beaucoup de choses à gérer. Il y a la journée du lendemain, tout ça. Mais je pense que l'équipe m'a quand même beaucoup ramené. Puis c'était une super expérience, honnêtement. J'ai eu beaucoup de chance. Benoît Beaulieu à la direction photo. J'ai eu beaucoup d'aide sur le casting. Je ne nommerai pas tous les noms là, du générique, vous pouvez regarder. Là. Mais puis je pense qu'il y a des gens aussi, quand tu arrives avec un projet passionné, qui est comme... Puis c'est ça la folie de faire des trucs comme ça. Puis c'est pas nécessairement un film que tout le monde va aimer, mais moi, c'est une folie que moi, dans laquelle j'étais prêt à embarquer. Puis il y a beaucoup de gens qui ont embarqué. Puis ça, c'était fantastique. Puis c'est ça qui est chouette aussi, je pense, quand tu fais des films, parce que je pense qu'au moment, des fois, où tu arrives au tournage ou quand tu présentes le projet, tu es peut-être un petit peu tanné déjà de lire ton scénario. Puis de vivre ça dans ta tête. Puis là, tout à coup, quand quelqu'un commence à lire le texte puis te donne des notes, « Ah non, mais je pense qu'elle dirait ça plus comme ça. » Tu sais, comme Linda Joyce North, puis ça, c'est qui joue Miss Madai. Elle a lu le scénario et puis après, elle m'a écrit 2 pages de backstory sur son personnage. Comment moi, je l'imagine. Puis on en a discuté. Puis là, tout à coup, c'est ça qui est chouette, c'est que tu mets un peu une ligne à l'eau puis tout à coup, ça grandit par soi-même. Puis c'est que les gens apportent, ou même ça, qu'au niveau de la DA, il y a plein de choses là-dedans qu'on n'a pas... Au début, oui, on avait l'idée d'avoir que Fate est comme un espèce de masque de jute, mais après, de quoi ça a l'air, comment il tient, il a fallu mettre des fils dedans, comment c'est écrit dessus, tout ça, tu sais. Puis des fois, tu joues avec des choses comme... moi, je voulais qu'il y ait des gants, Fate. OK. Puis Oliver, parce que pour ceux qui ne savent pas, Fate se fait appeler sur son cellulaire, puis il doit sortir son cellulaire. Mais vu qu'il y avait des gants, il y avait vraiment de la misère à manipuler le cellulaire. On dit, on joue avec, ça marche avec le personnage. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça de circonstances heureuses, puis ça prend vie. Puis ça, c'est vraiment une des choses les plus chouettes de suivre un projet puis de réaliser un projet. C'est de le voir prendre vie. Et puis même, ça te surprend. Puis il y a quelque chose de super beau aussi en anglais, on dit « happy accidents comme tu décrivais. Moi, j'aimerais savoir, il y a beaucoup d'anagrammes dans ton film et
c'est codé, puis il y a des trucs cachés. Est-ce que il y a quelque chose de moins évident dans ton film à première écoute que tu aimerais préciser aux gens à la maison? Qu'est-ce que... Moi, je pense qu'il faut juste se permettre de rentrer dans l'univers parce que je pense qu'on répond à quand même beaucoup de choses. Même, il y a beaucoup d'anagrammes, mais à la fin, on explique un peu l'idée des anagrammes. Tu sais. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Parce que moi, je le connais bien, c'est difficile. Peut-être, je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, s'il y a quelque chose qui est peut-être plus cryptique. Mais je trouve c'est intéressant aussi que moi, j'ai des amis qui m'ont déjà dit « Ah, on dirait que c'est comme le début de quelque chose. » tu sais. Puis je trouve pas ça inintéressant. Puis je pense aussi qu'en court-métrage, on peut se permettre ça. Est-ce que tu penses faire un Bingo Sisters 2? Ben, on a déjà pensé à faire les Bowling Brothers. Ah! C'était une idée d'Émile qui a fait le montage. Oui, j'aimerais ça. C'est-à-dire que même, ça pourrait être un monde plus large, plus élargi. T'sais. Je pense que pour revenir à ta question, qu'est-ce que je dirais? Je dirais juste que c'est possible qu'il y ait certains éléments qui ne soient pas tout à fait expliqués. Parce qu'on s'imagine qu'il y a un monde plus grand, fait qu'imaginez-vous là. Comme Linda a écrit 2 pages de backstory sur son personnage. T'sais. Parce qu'on a quand même beaucoup de personnages, puis c'est difficile de tout établir. Puis ça, il faut l'accepter. J'aimerais savoir, c'est quoi que les gens te disent le plus souvent suite à l'écoute de ton film? Je pense que les gens aiment beaucoup l'univers. Je pense que c'est ça qui est... l'humour aussi. Et les monologues dans le milieu aussi, je pense. Qu'il y a des... je pense que Fate aussi fait beaucoup réagir. Puis les anagrammes, la Sphinx. Je pense... Ce qui est intéressant, c'est que on a été j'ai quand même été dans plusieurs festivals avec le film. Puis les questions, ils viennent... Je peux pas dire qu'il y a un pattern de questions. OK. Ça, c'est la question qui revient régulièrement. S'il y a une question qui revient souvent, je pense que c'est sur les anagrammes et le Sphinx. OK. Qui est, à mon avis, un peu une espèce d'interprétation que la magie existe. Là. Je ne veux pas en dire trop, mais qui est aussi un sous-texte là, que moi, je trouve que c'est un sujet super intéressant de comment on peut représenter la magie. Puis ça, il y a une idée, il y a une proposition dans le film là-dedans par rapport à que les mots ont quelque chose, ont un sens caché, que le monde a un sens caché. Je trouve que c'est intéressant de penser comme ça. Puis c'est un peu comme dans les anciens contes, où par exemple, quand tu connais le nom de quelqu'un, ben, tu peux l'invoquer. Fait que les mots ont un pouvoir. Puis ça, je trouve qu'il y a un symbole intéressant. Puis je pense, s'il y a des commentaires qui reviennent, c'est surtout par rapport aux sphinx et aux anagrammes. Mais j'ai eu plein de questions un peu dans tous les sens. Puis c'est drôle comment les gens accrochent à différents moments. Ceci dit, les gens ont tendance à rire dans les mêmes moments. Ça, je suis content. Puis c'est les moments que je planifiais que les gens rient. Qu'il y ait des rires. Ouais, c'est ça. Ben, c'est cool. Écoute, moi, j'aimerais savoir, en tant que créateur, est-ce que ce film t'a... Ben, je veux dire, on apprend tous les jours quand on crée, mais est-ce que ce film t'a tiré une leçon particulière de ce film-là? Un million? Oui, j'ai tiré beaucoup de leçons parce que c'était tout un processus faire ce film-là. C'est-à-dire, ça, c'était mon 2e court-métrage, mais c'était beaucoup plus ambitieux parce que mon premier court-métrage de Gentle Art of Violence, que je suis très content du résultat, mais ça restait quand même un court-métrage avec 2 personnes dans un confessionnal. Parce que là, on se retrouvait avec plusieurs Bingo Sisters, on avait des effets spéciaux, Bruno Gatien qui avait créé une marionnette et un monstre, on avait créé un décor, fait que c'était complètement une autre échelle pour moi. Puis aussi, je pense au niveau du scénario, c'est plus ambitieux, c'est un peu plus long. Puis au niveau du jeu, donc j'en retiens vraiment des leçons à tous les niveaux. Que ce soit de me faire confiance, aussi de je pense, le ton que je vais amener plus tard dans les films. Parce que je pense qu'à l'origine, le scénario était, comme je disais, il y avait toujours un petit côté un peu glauque. Mais c'était un peu plus glauque avant. Puis en est, j'ai décidé, non, je veux comme qu'il y ait quand même une lumière d'espoir dans tout ça. T'sais. Parce qu'avant, c'était un petit peu... Je dirais que c'était un peu plus sombre comme univers. Un peu sans issue. Tandis que là, on voit que c'est quand même lourd. Il y a du drame, il y a de la... Mais je pense du moins, c'est mon intention, il y a quand même une lueur d'espoir dans ça. Là,
quelles belles leçons qui sont aussi applicables à la vraie vie, comme tu dis. Ben, à la vraie vie, à d'autres sphères. Ouais. J'essaye. Moi, c'est quelque chose que dans la vie, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Je pense que les réalisateurs, on est souvent un peu comme ça. On est un peu des fraudes en réalité parce que, en réalité, on n'est pas spécialiste de rien. Hein, parce que, oui, on écrit, mais on a des gens qui nous aident pour nous écrire. Puis après, surtout quand tu rentres en production, ben, il y a un directeur photo, il y a tout ça. Oui, on dirige nos comédiens et comédiennes, mais ces gens-là aussi amènent leur input. Puis c'est des gens qui ont déjà une approche. Là. Tu ne construis pas à partir de rien le personnage avec eux. Fait que, oui, on est un peu des touche-à-tout. On fait un peu de tout. Puis je pense que moi, j'ai appris dans la vie à essayer de transférer des leçons que j'ai, que ce soit en art, en sport, en finance, en travail, en ménage, en organisation. Puis tous ces trucs-là, je pense, se connectent. Jusqu'à un certain point, il ne faut pas non plus exagérer. Là, il y a quand même des... Mais je comprends tout à fait. Comme des fois, il y a des choses qui se recoupent. C'est super. Puis peut-être dans les Bingo Sisters, j'ai un peu cette idée-là aussi, qu'il y a plein de... Ça transparaît, cette approche-là aussi, qu'il y a plein d'éléments, la magie, le destin, que tout ça s'entrecoupe. Mais ça, c'est une vision que j'ai du monde. Puis je pense aussi que si on est prêt à faire des projets comme ça, pratiquement pas payés, il faut aimer ça, parce que sinon, il n'y a pas de plaisir. Oui, il y a des défis, mais c'est un autre genre de plaisir. Mais ultimement, il y en a une satisfaction. Puis surtout de le partager. C'est ça qui est chouette. Puis que le film soit en festival. Puis ça, je pense aussi, moi, je remercie toujours le public, parce qu'ultimement, c'est ça qui rend ça possible et qui rend ça en vie. Puis il y a tellement d'étapes dans un film aussi. C'est fascinant. T'sais. Puis quand ça prend vie, c'est ça, parce qu'au début, c'est juste des idées. Après, c'est un texte. Après, tu le vois à l'écran. Il y a des moments aussi où il faut ajuster. Tout ça, c'est pas facile comme processus. Mais à la fin, il y a quelque chose de très gratifiant. Puis on réalise où tout est connecté. Puis on en prend des leçons pour des prochains films. Puis on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on fait aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. J'essaie de prendre des leçons aussi. C'est pour ça que de vivre le moment présent. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'applique à la vie aussi, qu'on n'est jamais vraiment complètement satisfait de ce qu'on fait. Puis on finit un tournage, puis on se dit « Ah, on va en faire un autre » ou « Ah, on aurait pu faire mieux, tu sais. » Puis on aurait pu shoulda, woulda, coulda, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on continue aussi. Bien, sur ces belles paroles, en fait, c'est déjà fini. Moi, je continuerai des heures. À la maison, on vous conseille fortement de regarder et de re-regarder The Bingo Sisters. Merci beaucoup, Andrew, de ta visite. Ça fait plaisir. Merci. C'est très apprécié. On est choyés parce qu'on a de la belle visite en studio. On a Mathilde Luna Perotti qui vient nous parler de son superbe film, très bouleversant aussi, Después del Silencio. Merci. Bonjour Mathilde. Bonjour. Avant de sauter dans le vif du sujet, ben moi j'aime ça relaxer un peu. On peut se jaser un petit peu. Tu as sûrement remarqué le superbe décor de fête qu'on a en studio avec les ballons qui s'en viennent un petit peu dégonflés. Je me demandais, puisqu'on est dans la fête et tout ça, est-ce que tu as un meilleur souvenir de fête? Quel est ton souvenir de fête préféré? Vite de même, j'ai comme peu de souvenirs spécifiques de fêtes. Je me souviens qu'il y en a un, peut-être celui qui revient le plus, c'est quand j'étais petite, on vivait dans un tout petit appartement. Puis j'avais pas souvent comme des fêtes organisées, parce qu'on déménageait beaucoup. Et il y avait une année où ma mère s'était vraiment donnée, puis elle avait organisé dans l'appartement comme des espèces de petits stands de jeux avec plein de... On aurait dit comme une mini fête foraine. Je pense que dans ma tête, on était plein, mais on devait être maximum 6 ou 7. Puis on a juste passé toute la journée à comme faire des activités que ma mère avait organisées. Et je pense que c'était la première fois que comme je me suis souvenue vraiment d'un anniversaire qui est resté vraiment longtemps. Fait que quand tu me parles d'anniversaire, je pense que c'est le premier souvenir qui me vient. C'est une fête mémorable. Oui, vraiment. Merci, maman. Merci, maman. Ben, en fait, on peut, maintenant, après cette question sublime, on peut sauter dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que tu peux décrire ton film pour les gens à la maison qui ne l'ont pas encore vu? Oui. Mon film, c'est un court-métrage documentaire qui parle du sujet des violences sexuelles dans les familles, donc de l'inceste. C'est basé sur une conversation que j'ai avec ma grand-mère parce que donc, la violence dont je parle plus particulièrement, c'est celle qui est arrivée dans ma famille, qui m'est arrivée à moi.
Et c'est la première fois en 6 ans après l'agression que je reparle, j'ouvre le sujet sur ce qui est arrivé avec ma grand-mère. Entre ces 6 ans-là, entre l'événement et la conversation que j'ai dans le film, on s'est juste pas beaucoup parlé. En tout cas, moi, j'ai jamais vraiment parlé du sujet avec ma famille. Donc, c'est vraiment comme une ouverture c'est ça, comme la première fois que j'ai une conversation sur mon agression avec des personnes de ma famille. Et puis, tu dis que tu n'avais pas parlé à ta grand-mère de cet événement en 6 ans. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, ce qui a parti la machine, en fait, derrière ce projet de film? Donc, en 6 ans, j'ai pas du tout parlé avec ma famille en Colombie, mais pendant ces 6 ans-là, moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Donc, un travail de guérison, notamment avec d'autres personnes qui m'ont entourée, comme mes amis, ma famille, ma mère. Et donc, je pense que de mon côté, j'ai eu mon propre cheminement, mais c'était étrange parce que malgré le fait que j'ai eu tout mon cheminement de guérison, je n'ai jamais confronté ma famille par rapport à ça. Et en fait, j'ai commencé à faire mes études en documentaire en 2024. Le programme était fait d'une certaine manière. Donc pendant 4 mois, on apprenait à faire un film. Et les 4 mois suivants, il fallait qu'on choisisse un sujet de film et on devait faire ce film. Donc, on était en janvier, je devais choisir un sujet très vite. J'avais pas d'idée, je continuais à chercher. Et en fait, je cherchais complètement ailleurs. Et il y a juste une journée où j'ai réalisé en fait que j'évitais complètement de parler de mon agression. Et je me suis comme mise en colère contre moi-même, d'une certaine manière, parce que j'ai réalisé que même quand on mettait tous les outils en main pour pouvoir enfin parler de cette histoire et peut-être la partager avec d'autres, je préférais rester en silence. Donc c'est comme si j'avais réalisé que cette injonction au silence était si forte que même moi, je m'auto-censurais. Je m'auto-censurais finalement. Et donc, je me suis dit, OK, non, je vais parler de ça. Ça va être ça, mon film. Et mon appréhension, c'était d'en parler avec mes professeurs parce que dans un cadre scolaire, tu sais jamais comment ça va vraiment être reçu. Absolument. Mais au final, ils ont eu la meilleure réaction. Puis tout le monde m'a beaucoup soutenue à l'école. Donc, j'ai eu toute l'impulsion dont j'avais besoin pour pouvoir le faire et me sentir en sécurité aussi pour le faire, pour en parler. Donc, c'est un peu comme ça qu'est née mon idée de faire mon film sur ce sujet-là. En fait, moi, je me demandais aussi, le film s'ouvre un peu avec l'appel que tu as avec ta grand-mère. Est-ce que tu as toujours su que c'était le point de départ, en fait, du film? Oui, je savais que je voulais avoir une conversation avec quelqu'un dans ma famille par rapport à ça. Parce que donc j'avais parlé vraiment à aucun d'eux, ni mes grands-parents, ni mon oncle, ni personne qui était encore en Colombie. Et la seule personne avec qui je pouvais avoir cette conversation à ce moment-là, je pense, c'était ma grand-mère parce qu'elle continuait à chercher un contact avec moi, même si elle ne voulait pas parler de ce sujet-là. Donc, au début, je me suis dit, est-ce que je vais en Colombie? Est-ce que je filme tout? Mais je pense que je ne me sentais pas assez en sécurité là-bas avec ma famille pour y aller. Donc, finalement, je me suis dit, OK, ça va devoir être un appel. Donc, oui, un peu par défaut, au final, ça a fini par être le centre, donc le point central, le point de départ, en fait, du film, cet appel-là. Et après ça, c'était un peu comme un espèce de travail de chercher la prochaine piste. Parce que, OK, on avait l'appel, mais visuellement, qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait aussi suivre cet appel-là dans le film? Donc, ça s'est vraiment construit graduellement. Il n'y a pas eu de scénario que j'ai suivi ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été comme une espèce de recherche sur le terrain, en fait, de répondre à mes propres questions et de comprendre qu'est-ce que je vivais, en fait, après cet appel-là. Donc, le film, il s'est construit au même temps que je recevais tout ce qui avait été dit dans l'appel, qui est assez violent. C'est un film bouleversant que j'ai trouvé aussi puissant.
Si on peut faire un petit détour, en fait, c'est pas du tout un détour, on parle de ton film. Tu parles, en fait, de qu'est-ce qui allait accompagner visuellement l'appel avec ta grand-mère et tout ça. Ce que j'ai trouvé très, très beau dans le film, c'est la scène, t'es comme assis dans un genre de nook, et puis t'as des images projetées sur toi. J'ai trouvé ça tellement beau, j'en parle, j'ai des frissons. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'est quoi tes influences par rapport à ça? Comment t'es venue l'idée? Après avoir eu cet appel-là, s'il y avait une chose que je ressentais assez fort, c'était vraiment comme une espèce d'abandon. J'avais l'impression d'avoir vraiment été abandonnée par ma famille. Et cette image-là d'abandon, je cherchais justement une manière de l'exprimer. Donc la première qui m'est venue en tête, c'était celle, donc une scène qu'on voit dans le film sur la plage. Donc vraiment comme si je me sentais échouée sur une plage abandonnée. Et de là, j'ai commencé un peu à chercher justement d'autres images, et m'est venue un peu cette idée de, c'est ça, comme un espace d'intimité, mais qui avait été brisé. Donc, je pense que en parlant aussi avec d'autres artistes, donc M qui m'a aidée à faire l'installation dans le studio, on a commencé un peu à assembler ce qui aurait été finalement cette installation dans le studio. Et c'est vraiment ça que ça représente. C'est comme une espèce d'espace qui est très, comme tu dis, c'est très Cosy. Ouais. Qui représente cette intimité, mais qui évolue aussi, qui représente l'évolution de mon état à travers ce film. C'est-à-dire qu'au début, c'est peut-être un espace où on m'a retiré quelque chose, où je sens plus ce confort-là. Il y a comme une espèce de recroquevillement dans cet espace-là. On se sent meurtri. Et éventuellement, grâce au collectif, à ce que ça représentait pour moi aussi de faire mon évolution aussi féministe, de rencontrer d'autres personnes féministes, de comprendre qu'est-ce que c'est que la violence patriarcale, et de m'unir avec d'autres voix de personnes aussi qui ont vécu ces violences-là. Ça m'a comme enragée. Et je pense que la colère, c'était comme la première étape de guérison, parce que c'est ça qui m'a unie aussi avec d'autres personnes. Donc, grâce à ça, j'ai réussi à reconstruire, et cet espace-là, il a retrouvé aussi de la couleur, de la vie. Ce sentiment justement de cosy, où je me sens bien, en fait. Donc ça a été vraiment grâce au collectif. Et justement, une des premières projections qui passe dans cette scène-là que tu décris, c'était le collectif, je me souviens plus du nom, donc chilienne, qui chantait El violador eres tú. Et moi, j'étais au Chili à ce moment-là parce que je faisais un échange là-bas. Et je pense que c'était un éveil pour moi de retourner en Amérique latine et de voir des mouvements féministes aussi féroces que le leur, et de me le réapproprier et de me dire, en fait, c'était ça aussi qui a fait beaucoup partie de ma guérison, je pense. Donc c'est ça, ça me rend heureuse d'y repenser. C'était une période très importante pour moi. Si on revient un peu, avec ton rapport à la famille, est-ce que ta famille l'a vu? Est-ce que... Une partie de ma famille, oui. Okay. Ma mère était tout le long très, très, très présente pour moi depuis le début. Donc c'est la première avec qui j'échangeais tout au long du projet. Elle était au courant de tout ce qui se passait. Ma famille proche, c'est-à-dire mon frère, ma sœur, mon père, oui. Par contre, ma famille en Colombie, donc ma grand-mère, je lui ai proposé de voir le film. Elle n'a pas souhaité le voir, ou elle n'a pas donné suite vraiment à ma proposition, donc elle ne l'a jamais vu. Et le reste des personnes dans ma famille, je n'ai aucun contact avec eux. Donc, peut-être qu'ils sont au courant que ce film existe. J'en ai pas du tout la certitude. Mais en tout cas, si oui, aucun d'eux n'a exprimé non plus son désir de voir le film ou quoi que ce soit. Donc, je pense pas que ça va vraiment changer. J'ai fait aussi à travers le film un deuil un peu du fait que si je pouvais pas changer les choses dans ma famille, j'essaierais aussi de les changer pour d'autres personnes. Parce que pour moi, ça a fait une différence d'entendre d'autres voix s'élever. Donc peut-être que le fait d'élever ma voix pourrait aider certaines personnes à sortir de ce silence-là. Mais je pense qu'au sein de ma famille, j'ai peu d'espoir que les choses changent de toute façon. Mais tu fais changer les choses, c'est clair. Merci. J'aimerais savoir, si on parle de logistique, il y a des images, on parle des images filmées, des féministes féroces. Est-ce que tu as eu des défis de tournage pour la captation d'images ou...
Je pense que le plus gros défi, c'était un peu le syndrome d'imposteur. C'est mon premier film. Pendant longtemps, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à me sentir légitime de parler tout court et en plus d'en faire un film. Donc tout le long, c'était essayer de... Ok, j'ai une idée, mais est-ce que je me sens légitime de le faire? Faire une installation dans un studio, je me suis jamais considérée comme une artiste avant, donc c'est sentir que j'étais capable de le faire, puis de créer cette scène-là. Pareil pour la scène sur la plage, c'est comme presque de la performance, donc aussi incarner une artiste de performance là-dedans. C'était comme beaucoup de freins que je me mettais parce que je me sentais pas vraiment légitime. Et en fait, je pense que la chose qui m'a vraiment aidée, c'était les personnes avec qui j'ai fait mon film. Et je pense que c'est comme ça dans plein de choses dans la vie, mais faire les choses de manière collective, ça enlève beaucoup de freins. Tu te sens beaucoup légitime quand tout d'un coup, tu te légitimises beaucoup quand tu fais les choses pour les autres, avec les autres aussi. J'ai travaillé avec d'autres personnes qui, elles aussi, elles ont eu l'expérience de la violence patriarcale en général. Donc je pense que on fait ce film ensemble pour nous-mêmes puis pour l'autre. Donc au final, tu le fais plus que pour toi et ça te donne un peu plus un moteur d'aller jusqu'au bout avec ton projet. Donc je pense que le fait de m'être entourée avec autant de personnes qui rayonnaient, qui étaient très créatives, qui me donnaient la force d'aller jusqu'au bout de mes idées ou qui alimentaient mon idée avec une autre idée, etc. C'est vraiment ça qui a fait que tous les freins que je me mettais moi-même, petit à petit, tombaient. Et au final, jusqu'au bout, je pouvais avoir des doutes de « OK, est-ce que vraiment cette scène-là, ça va marcher ?» etc. Puis au final, tout a vraiment bien marché. Puis je suis vraiment très fière du travail qu'on a fait ensemble. Donc, ça a pris combien de temps? C'était quand même rapide parce que c'est ça, on avait un deadline de 4 mois. Ah oui, c'est vrai, t'étais dans une structure. Oui, exactement. Fait que le tournage, je pense que ça s'est fait sur 3-4 jours peut-être. Puis tout le processus de A à Z, donc de l'idéation jusqu'au montage, c'était de janvier à mai à peu près. Wow! Ouais. Est-ce que tu avais des limitations? Est-ce que tu aurais aimé faire d'autres trucs et puis tu n'as pas pu à cause du cadre scolaire? Ou Je pense que ça aurait été un film différent si j'avais pas eu ces limitations-là. Je pense que des fois, moi je suis un peu comme ça, j'ai besoin presque d'avoir certaines limitations pour être créative. Je pense que je pourrais faire des films d'autres manières. Pour l'instant, je n'ai pas encore exploré ça. Mais donc, je pense pas que je me sentis vraiment limitée. Je pense que justement, ça m'a alimentée, ça m'a donné comme une raison de « OK, j'ai cette limite-là, donc je vais aller regarder vers là. Puis mon film, ça va ressembler à ça. » Ça a façonné ta direction, en fait. Okay. Je pense que oui, exactement. Très bien dit. Ma dernière question pour toi, ça serait de savoir qu'est-ce qui est moins évident suite à la première écoute du film et que tu aimerais que les gens sachent à propos de ton film? Peut-être qu'en écoutant mon film, c'est facile de ressentir beaucoup de colère contre ma grand-mère. Moi aussi, j'en ai ressenti. Et je pense pas que ces propos soient justifiés du tout. Mais je pense que c'est important de comprendre que ma grand-mère est aussi un fruit du patriarcat. Et, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, en tout cas, à travers cet appel-là. C'est que ma grand-mère a elle-même été victime de certaines violences. Et le fait qu'elle soit pas capable de reconnaître que ça a été de la violence pour elle, ça a fait en sorte qu'elle n'était pas capable de reconnaître que moi, ce que j'ai vécu, c'était de la violence. La discussion, elle est entre elle et moi, mais la coupable, c'est pas elle. Ça, je pense que c'est ça le message qui est important aussi du film, c'est que au final, souvent les femmes qui vont reproduire des violences patriarcales, c'est parce qu'elles font partie de ce système-là. Encore une fois, aucun des propos de ma grand-mère n'est justifié. Et il y a beaucoup de femmes qui arrivent à se déconstruire et pas avoir ce genre de propos-là. Mais je pense que c'est ça la chose que moi, en tout cas, j'ai retenue de cet appel-là après coup, que j'ai pas réussi à voir tout de suite. Et que je pense qu'on peut peut-être voir en tant que spectateur en regardant mon film aussi, ce qu'on peut retenir, ouais. Est-ce que tu penses qu'elle refuse de voir cette violence parce que ça la confronte elle-même à une violence qu'elle ne veut pas process ou accepter? Ouais. Oui, sans doute. 100%. Je pense que le jour où, si ce jour arrive,
le jour où elle va réaliser que ce qu'elle a vécu, c'était de la violence systémique, je pense que ça serait trop violent pour sa vie en général. Ça voudrait dire trop de choses par rapport à comment elle a vécu toute sa vie. Donc, je pense pas qu'elle finisse par faire ça. Je pense pas que ça lui arrive un jour. Je pense que pour elle, vivre dans le déni, c'est comme sa manière de rester, de se protéger, en fait. Donc, je la juge pas non plus pour ça. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Alexandra. Merci beaucoup.